Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. On nous répète qu'il faut être plus productif, mieux organisé, plus efficace. Et si le vrai problème, ce n'était pas le manque de temps, mais notre obsession à vouloir en faire toujours plus. Aujourd'hui, on va parler de to-do list interminable, de charge mentale, de cette sensation de courir après le temps, même quand on pense avoir tout optimisé. Pour en parler, je reçois Claire Vitou, autrice du livre Kill Your To-Do List aux éditions Alizio et créatrice du podcast Bye Bye Procrastination. Son leitmotiv, déconstruire cette injonction permanente à la productivité et proposer une approche plus minimaliste, mais aussi plus apaisée du travail. Parce que finalement, à quoi bon gagner du temps si on ne sait même plus pourquoi on court ? Bonjour Claire. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer en quoi la quête de productivité, elle peut devenir toxique, voire aussi néfaste ? Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on entend parfois, mais peut-être pas assez quand on parle de productivité et de travail. Mais pour moi, la quête de productivité, donc elle est évidemment légitime de vouloir gagner du temps, retrouver du contrôle sur son agenda aussi. Et c'est, je pense, un enjeu pour énormément d'entrepreneurs qui sont les profils que j'accompagne, mais aussi de cadres, de salariés, de dirigeants de manière générale. En fait, là où la quête de productivité va devenir toxique, c'est, bon, déjà quand on est focalisé sur cette quête sans vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on est à la recherche de productivité, à quoi est-ce que ça nous sert, quel sens est-ce qu'on met dans cette quête. Donc ça, je pense que c'est une première question qu'on peut se poser. Et la deuxième chose qui va rendre cette quête de productivité toxique, c'est que, bon, de manière générale, je vais pas faire un cours magistral sur la culture du travail et tout, parce que déjà, c'est pas ma spécialité, et en plus, je pense qu'on pourrait rester là pendant des heures. Mais on est quand même dans une culture de travail qui est très axée sur la productivité, et où la valeur productivité peut parfois se confondre avec notre propre valeur. Et où du coup, on va mettre, en fait, notre estime de nous, notre confiance en nous, en partie dans cette quête de productivité. Et donc, quand on échoue ou qu'on a des difficultés dans cette quête de productivité, ça va devenir compliqué. Ce qui va devenir compliqué aussi, c'est que du coup, on va associer notre valeur à ce qu'on fait, donc le nombre de cases qu'on va cocher dans notre to-do si je prends une image. Et du coup, ça veut dire que dès qu'on veut ralentir, on a du mal à le faire sans culpabiliser, qu'on va vraiment être en mode optimisation de notre agenda à la minute près, et donc se mettre en fait une pression supplémentaire sur nos épaules, en plus de tout simplement devoir gérer ce qu'on a à faire. Est-ce que ce sont ces croyances qui expliquent pourquoi on a du mal aussi à sortir de ce toujours plus, même quand on le veut, quand on a envie d'essayer ? Ouais, je pense que c'est des croyances collectives déjà. Encore une fois, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas qu'une question individuelle et que la culture, le système de travail dans lequel on évolue et a sa part de responsabilité dans cette quête du toujours plus et de l'accélération entre guillemets, ce qui va d'un point de vue plus personnel et individuel jouer sur le fait qu'on a du mal à sortir du toujours plus, c'est les peurs qu'on va associer à ces croyances. Donc typiquement, je vais peut-être me dire que si je fais moins, je vais avoir moins de clients. Si je suis entrepreneur, je vais en fait avoir moins de réussite entre guillemets. Peut-être que je vais me dire, si je fais moins, je vais pas avoir cette promotion ou je vais pas être reconnue à ma juste valeur si je suis salarié, par exemple. Et donc, en fait, on est vraiment dans une espèce de système de compensation ou en tout cas un système de mise en sécurité dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le fait d'être dans le toujours plus, c'est pour moi un peu une stratégie de survie en quelque sorte. Et c'est ça qui fait, je pense, que c'est très difficile d'en sortir et que une des premières étapes, à mon sens, pour sortir de ce schéma-là, c'est justement d'aller identifier ce qui vient nous gratter, les peurs que ça vient déclencher chez nous quand on se dit « et si je pouvais ralentir ?» pour réussir à les nommer, les voir, potentiellement les ramollir un petit peu, et après, derrière, s'autoriser peut-être juste un peu au début, et puis de plus en plus, on l'espère, à lever le pied et se lâcher un peu la grappe sur la question de la productivité. Alors aujourd'hui, au travail, tout le monde ou presque utilise l'intelligence artificielle. Alors est-ce que selon toi, ça peut nous aider à en faire moins ou est-ce que ça va amplifier cette quête de toujours plus ? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Enfin, je veux dire, comme un marteau, tu vois. C'est comment est-ce qu'on va l'utiliser qui va faire la différence. Je trouve ça intéressant que tu aies utilisé le mot amplifier parce que pour moi, c'est vraiment ça, l'intelligence artificielle. C'est un amplificateur. C'est un amplificateur si on est dans un schéma sain de productivité, qu'on a nos priorités qui sont très claires et qu'on va utiliser du coup cet outil-là pour gagner du temps, gagner du jus de cerveau sur des choses qui sont finalement chronophages mais qu'on a besoin de faire. En revanche, pour moi, si c'est un outil qui vise à faire toujours plus, qui donne des résultats médiocres sur des actions qui n'étaient pas tellement nécessaires, j'avoue que je vois pas forcément l'intérêt. Donc je pense que ce qui est important de se poser comme question, avant de se demander comment on peut utiliser l'IA pour optimiser, c'est
fondamentalement, est-ce que ce que je veux faire avec l'IA, c'est utile ? Est-ce que ça va me faire gagner du temps ? Si oui, dans quelle mesure ? Et voilà, je pense que c'est aussi important de rappeler que on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de révolution technologique, entre guillemets, mais par exemple, quand les emails ont été introduits dans le monde du travail, tout le monde trouvait ça absolument magique, génial, et on s'est dit ça va faire gagner un temps de fou. Je pense que les gens qui nous écoutent voient bien que l'email n'a pas forcément réduit fondamentalement le temps de travail des gens et des travailleurs intellectuels de manière générale. Oui, et le temps qu'on passe à les traiter, c'est ajouté au reste. C'est même plus une épine dans le pied parfois que vraiment un accélérateur. On pense souvent qu'on manque de temps, qu'on est surchargé ou débordé parce qu'on n'est pas assez efficace. Est-ce que selon toi, ce sont les réelles sources de la surcharge ou est-ce qu'il y a d'autres choses à creuser ? Est-ce que finalement, on manque peut-être pas de temps ? Alors, je pense qu'on manque de temps. En tout cas, mathématiquement, je pense qu'il y a plein de gens qui manquent de temps. En revanche, s'arrêter à je manque de temps et du coup se dire je vais utiliser des astuces de productivité pour essayer de compacter les tâches et de réussir à les faire rentrer dans moins de temps, je pense que c'est un petit peu illusoire. C'est illusoire parce que du coup on va encore une fois se mettre de la pression, essayer d'optimiser chaque minute et voir notre travail comme un truc qu'on peut industrialiser, alors que pour énormément de gens, on ne peut pas maîtriser le temps, ou en tout cas pas complètement. Et du coup, en fait, le manque de temps, pour moi, c'est un symptôme. Donc, c'est intéressant quand on se dit « je manque de temps » et que c'est pas juste passager parce que tout d'un coup, j'ai, je sais pas, une deadline qui s'approche et que je sais qu'après ça va aller mieux, mais que justement, je me dis « après ça va aller mieux » et ça ne va jamais mieux. Donc, quand ça commence à devenir un problème récurrent, un problème de fond qui vient tirer sur la corde en réalité, là, c'est intéressant de sortir son petit stéthoscope et de se dire d'où est-ce qu'il vient ce symptôme et quel diagnostic est-ce que je peux poser sur ça. Et le manque de temps, il peut venir de plein de facteurs différents. Ça peut venir par exemple du fait qu'on a du mal à dire non et donc du coup on va accepter plein de choses qui se rajoutent à notre charge de travail. Ça peut venir du fait par exemple quand on est entrepreneur et je pense notamment aux indépendants qu'on a un problème de rentabilité et que du coup je dois gérer beaucoup de clients pour réussir à engranger un chiffre d'affaires qui me permette d'avoir un revenu qui me convienne. En fait, il peut y avoir plein de causes cachées au manque de temps et c'est aussi pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que à mon sens les astuces de productivité c'est un peu un pansement sur un cancer, c'est que on résout momentanément le problème mais on va pas chercher les vraies causes et on va pas les soigner et du coup en réalité le problème il va revenir un peu comme un élastique, ça va nous revenir en pleine figure à un moment ou à un autre. Quel a été le déclic pour toi pour comprendre que ces méthodes d'efficacité, d'optimisation du temps étaient pas forcément efficaces ? Qu'est-ce qui a changé la donne dans ton expérience à toi ? Moi, ça fait plus de 10 ans, je pense, que je produis du contenu sur la productivité, la gestion du temps de manière large. Donc, j'ai testé évidemment plein de choses. Quand je dis produire du contenu, c'est aussi que en fait, j'ai documenté tout ce que j'ai pu faire. Et en fait, quand je me suis mise à mon compte, que je suis devenue indépendante, je me suis mise à mon compte en me disant, comme beaucoup de gens, en réalité, je vais être beaucoup plus libre de mon temps, de mon organisation, de pouvoir lancer mes idées, etc. Et au bout de quelques années, en fait, j'étais le nez dans le guidon et j'avançais et je cochais mes cases comme une bonne petite élève, mais je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dans mon propre business et que j'avais juste échangé la cage, entre guillemets, je mets des gros guillemets, du salariat contre une autre cage que je m'étais simplement construite moi-même à force justement d'injonctions internalisées, etc. Et en fait, c'est au moment où j'ai un peu, j'allais dire touché le fond, c'est pas tellement ça, mais vraiment... J'ai craqué en fait parce que j'étais juste plus heureuse et plus épanouie dans mon activité. J'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai aussi pris beaucoup de recul par rapport à tout ce que j'avais pu tester et tout ce que je pouvais aussi promouvoir entre guillemets en tant que coach et accompagnatrice sur ces sujets. Et c'est là que je me suis rendu compte que la réponse à mon sens au manque de temps et à la surcharge, elle est pas tant dans la recherche de productivité que dans le fait d'aller justement creuser et chercher les causes profondes et redéfinir fondamentalement qu'est-ce qu'on accepte de faire rentrer dans notre charge de travail et qu'est-ce qu'on choisit délibérément de laisser de côté. Alors, c'est les bases de l'approche minimaliste que tu prônes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Ouais, l'approche minimaliste, pour moi, c'est, si je fais un gros résumé, c'est déjà partir du principe que c'est pas en ajoutant des choses, des méthodes, des astuces, des outils, de l'organisation, etc., qu'on sort d'un problème de surcharge. Quand on est dans un sujet de surcharge ou de fatigue, enfin bref, qu'on se sent débordé de manière générale et encore une fois que ça dure sur du temps un petit peu long, c'est pas en ajoutant des choses et en mettant le pansement sur le cancer qu'on en sort, c'est en supprimant des choses. Donc c'est de réussir à avoir cette prise de recul sur tout ce qu'on met dans notre to-do, parce qu'en fait c'est ça qui vient cristalliser notre charge de travail en réalité, et te dire comment est-ce que je peux faire un tri stratégique dans tout ce que je fais pour ne garder que ce qui est important, que ce qui est rentable,
et que ce qui compte véritablement pour moi. Et tout ce qui est superflu, en fait, on s'autorise à le supprimer purement et simplement. Qu'est-ce que ça change, cette approche ? Alors, ça change déjà la charge de travail qu'on s'impose ou qu'on se donne, évidemment. Ça va aussi, du coup, avoir une espèce d'effet boule de neige. Moins de choses à gérer, c'est moins de charge mentale, c'est moins de charge décisionnelle aussi. Ça va nous permettre d'avoir, quand on est entrepreneur, souvent un bond de rentabilité, c'est-à-dire que le ratio entre le temps, l'énergie, l'investissement que j'ai dans mon activité versus ce que ça me rapporte, va pouvoir vraiment s'améliorer et augmenter considérablement. Et puis, encore une fois, quand on est entrepreneur, c'est un business plus léger à gérer et donc quand même retrouver cette marge de manœuvre qu'on a pu perdre en chemin. Si je prends un salarié, on va avoir les mêmes effets entre guillemets. Alors, on va peut-être pas toucher la rentabilité de l'entreprise si c'est une démarche purement individuelle, mais par contre, on va quand même avoir cet effet de moins de charge mentale, etc. Quand on est salarié ou manager, on a peut-être moins de marge de manœuvre que quand on est à son compte. Quels seraient tes conseils pour réussir à faire le tri, peut-être aussi avec son équipe, avec les autres, et que ce soit possible au sein d'une structure ? Je pense que la première étape, ce serait déjà quand même de revoir un petit peu c'est quoi le périmètre de nos responsabilités en tant qu'individu au sein de l'organisation et de voir par rapport à ce périmètre quelles sont les priorités. Et ça, c'est un travail, à mon sens, qu'on peut faire aussi potentiellement en équipe. Je pense aux gens qui sont managers, quel que soit le niveau de management. Ça peut aussi être une démarche de dire, écoutez, là, on fait plein de trucs, mais on se pose jamais la question, on n'a jamais cette prise de recul de à quoi est-ce que ça sert. Venez, on se pose et on fait un peu le tri dans tout ça. Mais du coup, individuellement, on peut aussi faire cet exercice-là. Et vraiment, je pense que le premier gros levier, ça va être de remettre de l'ordre dans ses priorités. Refaire cet exercice de dire qu'est-ce qui est fondamentalement important pour la mission que je dois remplir au sein de l'entreprise, pour atteindre les résultats et avoir quand même en tête cette idée de rentabilité, même si c'est pas forcément une rentabilité comptable pure et dure, mais simplement une rentabilité du temps, en fait, de se dire le temps que j'investis, où est-ce qu'il est bien investi par rapport, encore une fois, à mes missions, mes objectifs, et où est-ce qu'il est mal investi. Et là, une dernière chose que je voudrais dire là sur ce sujet-là, et je fais appel aux dirigeants, aux cadres qui nous écoutent, c'est aussi que on peut pas, je pense, limiter les problèmes de surcharge à des problématiques individuelles. Et je pense qu'il y a vraiment des sujets à traiter d'un point de vue organisation de l'entreprise, culture du travail dans l'entreprise, etc. Et que les responsabilités, la balle, elle est aussi dans le camp, en réalité, des dirigeants et des gens qui vont simplement impulser ce genre de mouvement au sein des organisations. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça demande de se poser quelle est ma plus-value à moi, quelle est la plus-value dans mon équipe de chacun, et qu'est-ce qui peut attendre aussi peut-être. L'idée, c'est peut-être pas de dire non à tout, mais de voir qu'est-ce qui est vraiment urgent pour cette semaine et qu'est-ce qui peut attendre le mois d'après. Complètement. Et c'est quelque chose, je pense, je sais pas si c'est très acceptable, entre guillemets, ça peut dépendre beaucoup de la culture d'entreprise et c'est aussi pour ça que je voudrais faire appel aux dirigeants à ce micro. Mais je pense qu'on peut s'autoriser quand on est salarié à dire non, ou alors de dire si je te dis oui sur ça, alors voilà les conséquences, et d'avoir cette capacité aussi à remettre les priorités à leur juste place, ou en tout cas à être force de proposition sur ce sujet. Tu parles aussi dans ton livre d'appliquer la loi du moindre effort. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment on peut l'appliquer dans notre quotidien ? Ouais, la loi du moindre effort, c'est en fait pour moi faire simple au lieu de faire compliqué. Je sais que ça peut paraître, c'est vraiment du bon sens un peu paysan, mais je pense que c'est chouette de se dire au lieu de faire compliqué, ce serait quoi une version simple de ce truc-là ? Et comment est-ce que je peux me faciliter la vie au quotidien ? Dans beaucoup de cas, on a tous et toutes des tâches qui sont un peu répétitives, ou en tout cas qui reviennent à une fréquence plus ou moins régulière. Je sais pas, peut-être que dans ton cas, c'est préparer les interviews là que tu donnes, et se dire comment est-ce que la prochaine fois, je peux faire en sorte que ce soit un peu plus simple, un peu plus rapide, un peu plus efficace, pour que cette tâche qui revient régulièrement, je me concentre vraiment sur la valeur que j'ai à apporter, et que tout ce qui va être superflu, je vais simplement... alors, ça peut commencer par exemple, avoir des modèles. Donc, peut-être que toi, dans ta tête, ce serait de dire, voilà, c'est quoi les étapes pour préparer cette interview, etc. Donc, avoir des modèles, standardiser un petit peu la démarche, et faire en sorte de se dire, en fait, je mets mon effort là où ça a vraiment de la valeur, et pas dans les trucs je sais pas, je dois envoyer une facture à un client. Si j'ai un modèle de mail, c'est très bien aussi, quoi. Donc c'est vraiment là où je vais mettre mon énergie. Exactement. Et pas être le partisan du moindre effort. C'est pas le partisan du moindre effort, c'est simplement se concentrer sur l'essentiel, mettre la valeur là où elle est importante, et puis réussir à être juste en fait dans l'effort qu'on met. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à changer une fois que tu avais décidé d'aller vers cette approche minimaliste ? Qu'est-ce qui a peut-être été le plus compliqué ? Le plus compliqué pour moi, c'est de gérer mon impatience.
parce que en fait, dans l'approche minimaliste, il y a aussi le fait de se dire on se concentre sur moins de choses et potentiellement il y a des idées ou des projets qui vont attendre avant d'être lancés parce que simplement la bande passante n'est pas suffisante pour se dire voilà, je vais jongler avec moins de choses en même temps. Mais du coup, ça veut dire d'un autre côté gérer l'impatience et se dire cette idée qui me tient à cœur, que je sens et qu'il faut que je lance, peut-être que je la lance pas maintenant, mais je la lance dans 3 mois, dans 6 mois. Donc c'est exactement ce qu'on disait sur les salariés, tu vois, de dire bah si je dis oui à cette idée, c'est ça les conséquences, je peux faire ce choix-là, ou alors je lui dis plus tard. Et du coup, je continue sur ma lancée et j'y reviens quand c'est le bon moment. Quels sont vraiment les écueils à éviter selon toi ? Je pense que les écueils à éviter, c'est principalement de prendre l'approche minimaliste comme une injonction de plus. Parce que l'objectif, c'est pas d'être une injonction de plus, c'est juste de proposer une approche de la productivité qui est différente de ce qu'on voit partout, où en gros, l'approche de la productivité, c'est principalement optimiser, faire en sorte de faire des petits calculs d'apothicaire là et de se dire je vais prendre 5 minutes pour cette tâche, 5 minutes pour cette tâche, etc. Et en réalité, c'est pas réaliste de fonctionner comme ça parce qu'on est des humains et que budgéter le temps, c'est pas la même chose que budgéter de l'argent. Mais du coup, l'écueil, c'est de le prendre comme une injonction supplémentaire. Je pense que comme partout, c'est chouette d'avoir une capacité de prise de recul, une capacité de distance critique aussi et de prendre ce qui nous parle. Et puis, c'est pas grave si on n'applique pas tout à la lettre près, quoi. Dans Good Job, je demande toujours à ChatGPT de poser une question à mon invité, donc je vais te lire sa question. Est-ce qu'au fond, certaines personnes n'ont pas intérêt à rester débordées ? Si, complètement. Il y a plein de personnes qui ont intérêt à rester débordées. Alors, je le disais parce que ça peut être une stratégie de survie, entre guillemets, à plein d'égards, mais aussi parce qu'il y en a pour qui être débordé, c'est soit devenu une part de leur identité. Je suis cette personne débordée et c'est aussi la projection sociale que j'ai et finalement c'est qui est-ce que je suis si je ne suis plus débordée, ou en tout cas comment est-ce que je réinvente ma manière de fonctionner si je ne fonctionne pas comme ça. Et puis bon, encore une fois, je veux pas faire de la psychologie de comptoir parce que c'est pas mon métier non plus, mais je pense que pour certaines personnes être débordée, c'est aussi une stratégie d'évitement pour éviter d'aller sur d'autres sujets. Je sais pas, j'ai pas spécialement envie de rentrer le soir chez moi parce que l'ambiance à la maison c'est pas incroyable. Bon bah peut-être que ça m'arrange bien à ce moment-là d'être débordée pour pouvoir avoir cette excuse et faire diversion. Pour terminer, est-ce que tu aurais un défi concret à lancer à nos auditeurs pour passer à l'action ? Eh ben mon défi concret, c'est, si vous en avez une, d'ouvrir votre to-do list ou en tout cas l'endroit où vous notez les tâches que vous avez à faire et d'en supprimer, on va dire 2-3, en vous demandant qu'est-ce qui arriverait si je faisais jamais ce truc-là. Et celles où on se dit bah je sais pas trop ou pas grand-chose, bah on les raye. On leur dit au revoir, on leur dit bon voyage et on les laisse là où elles sont. Merci beaucoup Claire. Avec plaisir. Je rappelle ton livre Kill Your To-Do List qui est paru aux éditions Aliso. Merci beaucoup Fabienne, à bientôt. Good job. Good Job, le podcast pour s'épanouir au travail.